Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, j'ai voulu lancer ce débat, ce nouveau débat pour la chaîne, parce que j'ai remarqué quand j'ai rattrapé des films chez moi, je me suis demandé à force de revoir des films et de les découvrir s'il n'y avait pas une forme d'illettrisme cinématographique. Parce que parfois, je trouve qu'on crache un peu trop sur certains films, ou à l'inverse, on leur fait des procès qui ne sont pas forcément, qui ne devraient pas forcément vivre. Et donc, du coup, je me suis demandé, mais où est le problème? Et du coup, est-ce que vraiment il n'y a pas une forme d'illettrisme cinématographique? Donc, ça peut être à la fois artistique ou carrément littéraire. Et avec moi, j'ai voulu inviter deux personnes, qui est Cinéphile, que vous connaissez déjà. Salut Cinéphile. Ben voilà, rien, du coup. Merci d'avoir accepté l'entretien. Toujours un plaisir de discuter avec toi de divers sujets autour du cinéma. Et puis aussi Stéphane, maintenant que vous connaissez, avec qui j'ai déjà discuté sur la chaîne. Donc merci beaucoup à vous deux. Merci pour l'invitation. Toujours un plaisir. Merci beaucoup à vous deux. Et du coup, voilà, première question. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une forme d'illettrisme cinématographique? Voilà. Écoute, pour être totalement franc avec toi, la question quand tu me l'as posée, bon, tu as vu qu'il y avait un petit peu d'hésitation de ma part, j'y ai perçu un petit peu de violence au départ dans la question de l'illettrisme au niveau du cinéma aussi, parce que bon, il y a si on regarde un petit peu ce qu'est l'illettrisme au niveau de la définition de base, d'une certaine manière, c'est une difficulté ou un manque de maîtrise à comprendre, à avoir la capacité de comprendre un texte simple qui évoque des informations sur la vie quotidienne, par exemple, et d'exprimer des informations simples par écrit aussi. Donc, comment ça peut s'appliquer au cinéma, par exemple? C'est comme le disait Valérian jusqu'à présent, le cinéma étant un langage, c'est aussi ta question peut relever d'une incapacité pour un spectateur particulier à justement avoir les bons éléments pour comprendre un film, et puis pour en exprimer des choses simples, pas forcément très très élaborées. La difficulté avec la problématique, c'est que l'illettrisme en particulier, ça implique deux facteurs, en fait, quand j'y ai pensé un petit peu. C'est un facteur d'exclusion d'abord. On a tendance à mettre un peu de côté les personnes qui n'ont pas la capacité de bien s'exprimer sur un sujet en particulier. Et ça peut conduire à de l'inaction, en fait. Donc, je pense que si on aborde la question, il faut essayer aussi de voir quelles sont les raisons de cet illettrisme, comment il s'applique dans notre question d'aujourd'hui au cinéma, et quelles sont les sources possibles pour essayer d'y remédier, justement, qu'il n'y ait pas d'inaction de notre côté aussi, quoi. Mais c'est surtout ce qui était un peu un peu difficile pour aborder ce sujet-là, c'était de bien comprendre, en fait, la situation dans laquelle se trouve l'autre, en fait. D'être assez ouvert pour avoir la capacité d'accepter, de comprendre la situation dans laquelle l'autre se trouve. Quelle est la source, en fait, pour la personne en question de ce qu'on va appeler aujourd'hui l'illettrisme, ou cette incapacité à percevoir, en fait, les éléments proposés par une œuvre cinématographique, et ce que l'on peut faire également de notre côté, en fait, c'est-à-dire de ne pas avoir un ton paternaliste, en fait, quand la question est adressée également. Tout à fait. Non, et moi je tiens à le préciser, j'ai aussi des formes d'illettrisme dans le cinéma. Quand j'écoute des critiques de cinéma, genre Valérian, qui est très justement sur l'image et la façon de filmer, ou même micro-ciné, pour ne citer que les deux, qui sont très sur l'image. Moi, je m'aperçois, quand je les écoute parler de cinéma, je m'aperçois, ah ouais, non, mais ça, j'ai pas vu de film comme ça, parce que c'est vrai que moi, je répète, je suis vraiment quelqu'un de très littéraire, donc je me base surtout sur l'histoire, et que j'essaye de remettre au niveau de l'image, justement, et que des fois, je m'aperçois qu'en fait, ça ne veut pas raconter la même chose quand tu vois l'histoire elle-même, avec les dialogues des personnages et après l'image. Et bien sûr que ça, par contre, c'est pas du tout un dialogue de mépris. Il faut surtout pas que les gens pensent qu'on va les juger totalement.
Parce que vraiment, moi, je dis, et ça, c'est une phrase des fois que je dis, ça avait l'air vachement bien votre film, mais alors j'ai absolument rien compris, quoi. Enfin, il y a des films que je regarde et que vraiment, je ne comprends absolument pas, quoi. Et c'est ça que j'aime, justement, j'aime, du coup, écouter des personnes qui vont, justement, m'expliquer ce qu'a voulu raconter le film, etc. Et c'est pour ça que je suis absolument ouverte à tout ce genre de débat. Et du coup, Valérian, toi, par rapport à ce que Stéphane a dit, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je fais deux distinctions dans l'illettrisme. Il y a l'illettrisme à la lecture, c'est ce dont on parle, mais aussi l'illettrisme à la fabrication. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui utilisent le langage du cinéma pour fabriquer des images, pour fabriquer un film ou un clip, et qui ne maîtrisent pas le langage. Et je ne parle pas de connaissances purement techniques, c'est-à-dire qu'il y a certains des mouvements de caméra, un type de montage, des rapports de plan qui ne mesurent pas. Par illettrisme, c'est-à-dire par manque de sensibilité au langage, à la grammaire cinématographique. Et en ça, pour moi, c'est aussi de l'illettrisme dans la fabrication. Donc, oui, il y a forcément voilà, les différences culturelles qui font qu'on ne perçoit pas le film de la même façon, mais là, ce n'est même pas de l'illettrisme. Hein. Là, il s'agit de différences dans la lecture d'images entre la façon dont les Japonais voient les sens des choses dans les images, le mouvement des personnages, la droite, la gauche, tout ça, ça c'est culturel, ça n'a rien à voir avec de l'illettrisme. Là, on va peut-être avoir tout au long de ce débat des exemples peut-être un peu plus occidentaux, hein, parce que sinon on pourrait tomber dans des pièges de différences culturelles qui seraient, ce serait compliqué de se démêler là-dedans. Et dans la fabrication, moi, je peux le voir à mon niveau quand je discute avec des jeunes monteurs qui ne se rendent pas compte, en fait, du sens de lecture, des rythmes, des contresens, en fait, aussi, quand il y a quelqu'un qui regarde quelqu'un d'autre et les regards ne se croisent pas parce qu'il y a un problème d'axe ou des choses qui sont vraiment même pas de ce qu'on pourrait appeler de la technique, mais c'est quelques bases de langage assez faciles. C'est presque les premières choses qu'on apprend quand on veut se débrouiller avec le langage du cinéma, qui ne sont pas appliquées. Et là, pour moi, ça, c'est de l'illettrisme, c'est-à-dire une incapacité à déchiffrer, une incapacité aussi à formuler via un langage une pensée ou une émotion ou une narration, une histoire. Donc, moi, je le perçois, l'illettrisme aussi dans la fabrication. Ouais, et encore un peu de ce que tu fais, hein, tu es monteur de trailer pour la télévision. Donc, voilà, donc du coup, tu connais aussi un peu le métier. Et, du coup, c'est pour ça qu'aussi je vous voulais tous les deux, parce qu'on n'a absolument pas les mêmes connaissances justement culturelles, comme tu disais, et même l'approche du cinéma, en fait. C'est vrai que moi, par exemple, je parle énormément de politique, parce que pour moi, pardon, moi, l'art, c'est politique, enfin, l'acte de créer qui est politique, sans forcément que l'œuvre soit politique, bien sûr. Ça, je l'accepte de plus en plus, même si j'avais un peu du mal au début à accepter ça, mais en fait, c'est vraiment l'acte qui est politique, en fait. Et du coup, c'est vrai que je le vois, même moi, à mon niveau, donc de parler politique, c'est extrêmement difficile d'en parler, comme le dernier en date avec Furiosa. On disait en off, ben, c'est vrai qu'on se tait sur certaines critiques, parce qu'on sait que c'est des choses qui sont complètement impossibles de parler avec, on va dire, le public le plus large, parce qu'on y a vu des choses qui nous dérangeaient, à la fois dans l'histoire, même plus politique avec des symboles, etc. Donc c'est vrai que du coup, malheureusement, des fois, on se censure, en fait. Hein. Même si normalement, ça ne devrait pas exister, mais malheureusement, des fois, on est un peu obligé, quoi. Il ne faut pas réveiller la guerre, quoi. Donc du coup, voilà. Non, c'est vrai que je vous rejoins totalement, et dans ce que tu dis, Valérian, je suis la première hein, à ne pas, comme tu dis, savoir lire la position de la caméra, tu vois, plan contre plan, champ contre champ. Autant, tu vois, le côté hors-champ, je t'ai compris, à force de voir des films, et pareil, à écouter des critiques. Et je crois que c'est ce que je préfère le plus, en fait. Mais c'est vrai que tout ce qui est champ contre champ, ça, c'est des trucs, alors tu pourrais me mettre n'importe où la caméra, c'est des choses que je ne sais mais absolument pas lire, quoi. Et puis, je pense que c'est ce qui fait le pont un peu entre. Il y a un pont finalement entre ce que dit Valérian sur l'illettrisme de fabrication et puis un illettrisme qu'on peut percevoir sur
sur la lecture d'un film, en fait, par le spectateur aussi, c'est l'axe critique également, quoi, en fait. Si cet axe critique n'a pas une bonne compréhension justement des règles de base aussi, ça crée une difficulté supplémentaire pour employer les mots sans connaître une technique vraiment dans ces notions les plus détaillées et les plus précises, mais d'avoir au moins quelques connaissances de base sur le langage cinématographique et sur le langage en général, finalement, pour pouvoir exprimer de façon compréhensible et claire ses impressions, ses émotions, sa perception du film. Donc, ce qui peut conduire à des critiques qui sont pas adéquatement construites, quoi, d'une certaine manière. Il y a aussi ce problème-là complètement avec les émotions, que des fois on a du mal à séparer aussi, à vouloir trop s'approprier l'œuvre, et puis après on parlait en fait de savoir séparer les choses, en fait, voilà, notre appropriation face à l'œuvre, et puis vraiment d'en faire une critique plus objective. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut savoir séparer parfois. Et toi, Valérian, tu vas rajouter quelque chose? Il faut convoquer les plans, hein. Ouais. Moi, j'en ai entendu et j'en ai lu des critiques où à un moment tu te dis mais c'est où tout ça dans le film? Ouais. Mais ça, c'est un vrai problème, hein. On en a tous entendu ou lu des envolées lyriques, tu vois, sur les films. Et à un moment tu dis ce lyrisme-là, mais il est où dans le film en fait? Qu'est-ce qui se passe cinématographiquement pour qu'il pense ça? Et après, c'est une affaire de est-ce qu'on veut se livrer ou non, parce que là, c'est aussi on met de nous, hein. Et à ce moment-là, est-ce tu parles de toi ou tu veux pas parler de toi? Donc dans ce cas-là, après, il y a comme une sorte de blocage, parce que la personne ressent des choses qui sont vraies pour elle. Et si elle ne veut pas, parce que c'est trop intime, en discuter avec l'autre, là, c'est carrément plus de l'illettrisme, hein. La personne reste bloquée dans son partage si l'autre veut un peu la cuisiner, quoi. On peut laisser le texte couler, mais moi, j'ai toujours un peu de réticence à prendre en considération un texte qui n'est pas à un moment un peu serré au film, quoi, ou au moins à des situations. C'est-à-dire, quand je dis des situations, c'est des choses écrites dans un scénario. La personne parle avec l'autre d'un sujet, ça, c'est la situation. Après, il y a la mise en scène qui va créer plus de force, ou plus de conflit, ou plus de tendresse dans le dialogue. Qui va renforcer des choses qui sont déjà en base dans un dialogue entre deux personnages. Ouais, toujours en revenir au film, quoi, finalement, et considérer ne pas oublier que le film est là, comme toute critique, quoi, finalement, que ce soit pour quel que soit l'art en question, mais que le film est la source aussi. Puis c'est là aussi la difficulté, hein. Le cinéma, c'est tellement un art multicouche qu'on peut pas non plus demander aux gens d'être spécialiste dans chacune de ces couches qui composent un film, hein, si tu vois ce que je veux dire. C'est que ça soit au niveau de la construction de l'image, au niveau de la qualité de jeu d'un comédien, de la pertinence d'un décor, par exemple. C'est sûr qu'il y a forcément des éléments qui vont nous manquer, mais quand on revient au film, attardons-nous d'abord sur les éléments que l'on peut maîtriser, puis voyons où ça nous mène, d'une certaine manière. Et ça, c'est vrai qu'on en avait parlé par rapport aux éléments. J'avais parlé avec Valérian du film Parasite, qui a eu énormément de succès, le film coréen de cette famille qui se déchire. Et j'avais vu dans une émission de micro-ciné, dans un qui parlait justement de métaphores dans les films, et qu'en fait, il disait que la maison représentait d'une manière métaphorique les classes sociales du pays. Et c'est vrai, quand j'y repense, effectivement, il y a la cave qui veut dire que c'est vraiment les pauvres. Après, tu as la classe moyenne, ceux qui sont au niveau de la vie, au niveau du jardin et tout. Et c'est vrai que tu as les plus hauts, les riches, etc. Et ça, c'est vrai que je n'avais pas vu. Et un autre exemple, le film Tard, quand j'ai écouté La Jeune Occasionnée, quand tu écoutes François Bigodeau et donc qui n'a pas prénom parler de ce film, quand j'avais vu le film et j'étais là, mais où est-ce qu'ils ont mis tout ça, comme tu dis Valérian, avec les plans et tout, j'étais là, mais où est-ce qu'ils ont mis tout ça? Moi, je trouve que ça se voit dès le départ, en fait. Ah ouais. T'as le générique de début sur du noir, n'en finit pas, et je pense les gens qui
comment dire, ne sont pas habitués peut-être à ça. En fait, les mecs se barrent déjà, et les gens qui ont déjà un goût plus sûr, plus raffiné, plus regardant sur des élans artistiques, et ça, c'est le cas, de faire un générique aussi long, c'est-à-dire le générique de fin, tu le mets au début avec de la musique, je ne sais plus exactement, mais je ne crois pas que ce soit une musique très agréable à l'écoute, il me semble, de mémoire, une espèce de truc dissonant, je ne me souviens plus exactement. Moi, je l'ai complètement accepté. Ouais, et la personne qui était à côté de moi ne l'a absolument pas accepté. Ouais. Donc là, il y a justement plus d'expérience de mon côté dans la lecture et dans l'acceptation aussi d'avoir des choses différentes par rapport à côté où c'était bloqué, en fait. Ouais. Il y a un rapport émotif, quoi, de toute façon, puisque bon, l'objectif du réalisateur ou de la réalisatrice, c'est de provoquer une émotion, quelle qu'elle soit aussi. Après, il faut voir comment on manipule cette émotion de notre côté aussi, quoi. Est-ce qu'elle va nous créer, comme tu le dis, un blocage qui va nous empêcher d'aller au-delà, ou est-ce qu'on va avoir l'ouverture justement de broder autour de cette émotion pour voir où le film nous mène d'une certaine manière. Alors, dans ce cas-là, c'est de l'illettrisme émotionnel. Non, parce que je vois aussi, il y a des images qui me parlent, par contre, vraiment, complètement. Je pense par exemple à Damien Chazelle, qui divise énormément, surtout son dernier film. Et moi, enfin, toutes les métaphores, enfin, je pense une grande partie des métaphores, je les ai vues dans son film. Comme j'ai dit une fois, l'éléphant qui crache sa mouise pour rester poli sur les gens, c'est pour annoncer la journée de mouise qui va commencer, en fait, que c'est seulement que le début, alors qu'on est le soir presque, et qu'en fait, c'est un monde à l'envers qui se vit au niveau de quoi. Et ça, moi, j'ai adoré comment il a su amener l'histoire pour commencer une journée, et qu'après, effectivement, quand tu vois sur le tournage, tous les trucs qui se passent, et c'est que des trucs horribles, et je me suis dit, bravo, quoi, t'as réussi à amener quelque chose de nouveau pour amener une introduction assez dingue qui est dans Babylone jusqu'au titre, je trouve. Et après, c'est l'épigramme un peu plus, malheureusement, je trouve. Il y a quand même quelques longueurs par la suite, etc. Mais l'introduction de Babylone, pour moi, avec Boris Godfred, c'est des introductions assez dingues que j'ai vues en cette année 2023. Mais non, mais c'est sûr que moi, j'avoue, hein, parce que oui, c'est mon côté littéraire qui veut ça, et c'est vrai que c'est pour ça que je continue à discuter et à questionner le cinéma avec ma chaîne, parce que je cherche à aller plus loin. Et ça, du coup, est-ce que vous pouvez essayer de donner des astuces pour expliquer aux gens justement qui cherchent d'abord le film par l'histoire, et comment les amener à apprécier plus cette technique? Tu vois, je ne sais pas si vous comprenez la question, mais essayer de mieux la comprendre, de mieux la saisir et de mieux l'accepter. Est-ce que vous aurez des petites astuces pour ces gens-là, comme moi, du coup, essayer de nous amener dans cet univers-là et d'aller plus en profondeur avec les films? C'est assez difficile comme question aussi, parce que, comme on le dit, il y a le rapport personnel, et puis ça dépend aussi du background ou de l'éducation de la personne en question. Quand tu as abordé le sujet, je pensais ça va faire ça va avoir une connotation un petit peu managériale de ce que je dis aussi, mais il y a toujours la règle des 5 W, quoi, le why, when, where, when and what, en fait. Donc, se poser les questions de qui, quoi, comment, où et quand, en fait, le film se situe pour se donner des bases de réflexion d'une certaine manière. Au niveau de ta question sur la technique, c'est sûr que si on peut certainement donner des références d'abord aux personnes qui sont concernées, pour savoir voilà quelles sont les orientations qu'on peut leur donner pour les faire comprendre ces techniques de base, en fait, du matériel éducatif, des autres références cinématographiques par exemple, qui pourraient les aider justement à comprendre et les accompagner finalement lors de la vision du film, en prenant, Valérian mentionnait justement le film comme source finalement. Donc voilà, comment par le décortiquage d'une séquence ou d'une scène en particulier, voir quels sont les éléments de cette scène qui pourraient apporter une autre grille de lecture au spectateur.
Et pour revenir sur les cinq points que je mentionnais avant, se poser ces questions de base aussi, ça peut donner des pistes de lecture aussi différentes. Premier, qui est le réalisateur, comment le film s'inscrit dans la carrière d'un réalisateur, qu'est-ce que ça nous dit sur lui, qu'est-ce que ça dit. Tu as fait des émissions sur DiCaprio, il y a certains de nos collègues qui ont fait des émissions sur Costner, qu'est-ce que ça dit sur la carrière d'un acteur, quand ça serait, quand est-ce que toi tu as vu le film, comment le film se situe dans ton quotidien, dans ta vie actuelle, ou qu'est-ce que ça nous dit également quand le film a été fait, qu'est-ce que ça nous dit de l'époque actuelle, ou quelle est la géographie du film, qu'est-ce que le film nous dit sur la géographie dans laquelle il a été fabriqué, ou dans la géographie qu'il essaye de représenter également. Après, comment, là on rentre en plus dans la question de la fabrication du film, quels ont été les outils cinématographiques et narratifs utilisés par le metteur en scène pour étoffer son propos. Et une fois que tu as abordé ces 4 points-là, là tu peux essayer d'aborder le pourquoi, en fait. Pourquoi un auteur a décidé de s'aventurer dans une telle avenue, et quelles sont ses motivations, et quels sont les moyens que cet auteur nous donne pour faire comprendre ses motivations, justement. Et là, on rentre dans une question de langage également. L'exemple que tu donnais avec Babylone, c'est une question de langage aussi. La déstabilisation, c'est un choix de langage cinématographique également. Que ça soit pour les exemples que tu as donnés, que ce soit Tar, Babylone, même récemment La Zone d'intérêt, c'est des films qui déstabilisent dès leurs premières images d'une certaine manière. Donc, faut aussi accepter ce langage-là, puis voir comment justement on peut l'aborder et l'appréhender. Sur une échelle plus petite, parce que là, la technique des W, tu l'as appliqué comme ça sur un film, mais on peut aussi le prendre sur une portion plus petite du film, sur une séquence. Tu as une émotion vis-à-vis d'un moment, d'un plan, tu vas te poser la question pourquoi. Donc il faudra essayer de nommer, de décrire, juste décrire, et nommer en fait les choses qui s'enchaînent et les plans du coup qui sont, c'est-à-dire vraiment nommer du langage. Il n'y a rien de plus simple. Quitte à avoir on va dire un petit bouquin qui te rappelle les règles de cinéma et tout ça, et nommer tout ça. Et à partir de là, tu peux essayer de faire coïncider les choses. Tiens, l'acteur principal, il a des gros plans, alors que l'acteur secondaire, il n'a pas son gros plan. Donc, tu vois, là, on insiste déjà un peu plus sur l'émotion du personnage principal que le personnage secondaire. Si tout d'un coup, le personnage secondaire a un gros plan, pourquoi à ce moment-là, il a le gros plan? Et tu vois, et pourquoi le choix de tel ou tel type de langage? Et peu à peu, en fait, tu vas avoir une interprétation qui va peut-être même à la fin te surprendre, parce qu'elle n'est pas du tout en lien avec ton émotion, mais il y a le langage objectif dans la narration simplement des choses de la scène, et après toi, ton émotion qui va se mettre par-dessus comme une sorte d'enrobage, de gélatine au-dessus du gâteau qui vient l'enrober, et ça va te donner une autre couleur au gâteau. Mais le gâteau en lui-même, il a aussi une couleur un peu neutre, qui est juste le langage de l'action, de ce qui se passe dans la scène, vis-à-vis de l'histoire qui est prévue au scénario. Et après, il y a les couches des spectateurs qui viennent se rajouter sur ce que le réalisateur a voulu narrer. Mais la question de nommer les éléments d'une séquence, ça c'est la première chose dans une analyse de séquence. Tu décortiques tranquillement. On commence avec un plan d'ensemble. Qu'est-ce que nous avons dans ce plan? Est-ce que les acteurs sont déjà dans le plan? Est-ce que les acteurs rentrent dans le plan? Par quel endroit? Et ça, pour chaque plan d'une petite séquence. Moi, j'avais commencé avec le face-à-face. Ma première analyse de séquence, c'était en 2011. J'avais fait le face-à-face de Marc Aurèle et de Commodus dans Gladiator. C'était un simple chant contre chant, mais la façon dont il monte
le va-et-vient de plans entre Marc Aurèle et Commode, eh bien, ça voulait dire des choses. Quand il y a une suite d'adjectifs pour nommer, tu vois, genre sagesse, compassion, je ne sais plus ce qu'il dit, tempérance, etc., eh bien, où est-ce que la caméra est placée? Sur qui les mots sont dits quand on regarde le plan? Bah, ça veut dire quelque chose. Et c'est juste, c'est le truc le plus simple, un champ contre champ. Et avec ça, tu peux retirer plein d'informations sur comment l'émotion monte, comment la frustration de Commodus est travaillée à l'écran par Scott, au-delà du jeu d'acteur. Hein. Moi, par exemple, tu vois, je n'ai pas de, je suis atteint d'illettrisme quand il s'agit de poser et de qualifier des acteurs, donner des mots sur des techniques d'acteurs. Je ne suis pas capable de faire ça. Parce que là, c'est un niveau où il faut étudier les jeux, il y a des écoles, il faut voir aussi l'entièreté d'une filmographie pour pouvoir émerger des tics et des gestes de l'acteur qu'il répète sans cesse. Joaquin Phoenix, pour moi, c'est compliqué à percevoir, même si je ressens en fait quelque chose, mais je ne saurais pas le nommer. Voilà, tu vois. Donc là aussi, il y a des limites. Là, c'est un champ encore à part, le jeu d'acteur. Mais vis-à-vis du cinéma, oui, il faut commencer par nommer. Et bien les nommer, pas confondre montage alterné et montage parallèle. Hein, c'est pas, même c'était des trucs, toi, c'est là qu'on voit peut-être un peu les différences et pas... enfin, faire attention aussi aux plans qui s'enchaînent, les rythmes, enfin, tout ça, c'est... À force de voir des films, on peut acquérir quand même 2-3 choses. Si on a un petit peu de paperasse, même des simples petits guides, hein, moi j'en ai un ou deux là, que j'ai depuis, je crois, le bac. Vas-y, présente-les, s'ils sont à côté de attends. Alors, ils ne sont pas à côté, mais attends, je vais aller les chercher. Les aléas du direct. Non, ouais, oui, puis, ouais, vas-y, parce que ça dépend aussi du passif culturel de la personne avec qui tu abordes la question également. Il y a des personnes qui vont être plus... C'est là l'aspect multicouche dont je parlais auparavant aussi. Quelqu'un qui va avoir un background assez étoffé au niveau photographique, par exemple, va peut-être avoir plus de capacité à bien comprendre pourquoi une certaine focale, pourquoi une certaine utilisation de la caméra va être faite pour un plan précis aussi. Ça va peut-être lui donner plus de clés pour analyser de façon plus précise une séquence. Donc là, à partir justement de l'analyse de séquences de base dont parlait Valérian, pour essayer justement d'appliquer son passif culturel afin de détailler encore plus les possibles intentions du réalisateur ou de la réalisatrice. Bien sûr, ça, je suis totalement d'accord avec toi, parce que ça, je le dis souvent, hein, que malheureusement, durant mon enfance, mes parents m'ont plutôt interdit qu'averti, en fait, et parce que je comprends, en fait, avec l'avancement de la vie, c'est parce qu'en fait, tout simplement, ils n'ont pas la culture nécessaire, en fait, pour expliquer, ah tiens, pourquoi, tu vois, là, c'est des clichés, ah, pourquoi est-ce que ça peut être perçu comme raciste, est-ce que ça peut être perçu aussi comme homophobe, grossophobie, etc. Et c'est vrai que ça, je le vois, hein, c'est pour ça que du coup, on s'arrête surtout, en fait, sur les émotions globales du film, mais c'est vrai qu'on ne va jamais en profondeur parce qu'ils n'ont pas le langage cinématographique. Ça, c'est une évidence, et tout à fait. Et ça, je ne la renvoie pas, hein, parce qu'aujourd'hui, on en parle et tout, parce qu'on est tous adultes. Mais c'est vrai que ça, il y en a effectivement qui préfèrent du coup interdire parce qu'ils n'ont pas la notion d'expliquer ce que veut raconter l'image ou le film, parce qu'ils ne connaissent pas tout simplement la culture cinéma et encore moins celui d'un pays, que ce soit français, américain ou israélien, etc. Donc, ouais, ça, je te rejoins. Par rapport à mon vécu, par rapport à ça, je te rejoins, mais à 300%. Quoi. Et qui plus est maintenant, quand on est dans un cinéma postmoderne qui se recycle et qui se cite beaucoup. Ouais. Là, il y a des phases de lecture entière où, si on n'a pas vu un certain courant ou certains films, on crie au chef-d'œuvre parce qu'on n'a rien vu avant, hein, où il y a des pans de lecture qu'on ne saisit pas. Oui, tout à fait, complètement. Et ça, c'est le cas vis-à-vis du cinéma, mais par exemple, quelqu'un qui n'est pas du tout au fait vraiment de la Bible, je pense qu'il y a 2-3 éléments chez Pasolini, notamment,
je pense qu'on peut vraiment passer à côté du film et se faire assez chier parce qu'on ne comprend pas ce qu'on voit. De façon aussi basique et simple, je pense qu'il y a certains films, si on n'a pas, par exemple, des lectures de la Bible, qu'on a lu la Bible au moins une fois entière, il y a des choses où on passe à côté et on ne comprend pas trop où on veut aller, où on veut en venir, où on ne saisit pas, tu vois, la beauté du geste qu'a fait le réalisateur avec la séquence où on voit pendant 3 minutes quelqu'un avec un grand voile blanc et on se demande, oui, ok, mais pourquoi on reste pendant 3 minutes sur elle? Bah, tu sais pas, mais oui, bah, parce que tu n'as pas lu la Bible. Parce qu'il y a un moment qui a saisi le réalisateur, il avait envie, tu vois, d'avoir un élan comme ça. Et ça, c'est compliqué quand on n'a pas, encore une fois, quand on est limité, on est étroit dans sa façon de prendre la culture, de lire, et après, il y a des films et des filmographies entières, des cinémas entiers qui peuvent passer à côté parce qu'on manque de culture. Donc, on se rattrape sur les choses les plus facilement lisables. Je ne sais pas si lisable, c'est le bon mot, mais facilement, tu vois... peut-être assimilable d'une certaine manière. Voilà, facilement assimilable. Tout à fait. Et ça, en plus, on en parlait aussi en off, Valérian, quand je te disais que aussi ce que je trouve quand on voit des films étrangers, moi je trouve pas, parce qu'en fait je trouve qu'en fait finalement ce qu'on voit en tout cas en France, c'est en fait parce qu'ils répondent à notre lecture, à notre culture occidentale. C'est-à-dire les méchants d'un côté, les gentils d'un autre, et puis il faut que ça se termine plus ou moins bien avec un sens plus ou moins manichéen. Mais quand ça sort de cette lecture-là, très souvent, c'est des films finalement qu'on ne regarde pas parce que ça ne nous correspond pas et parce que c'est notre culture tout simplement, ou alors se font carrément censurer aussi parce que c'est des gens, enfin c'est des réalisateurs qui veulent dénoncer ce qui se passe dans leur pays et qui vont d'ailleurs encore en prison aujourd'hui pour ça. Et voilà, et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'admet pas aussi, je trouve, des fois, dans la passion du cinéma, quoi. Donc, c'est pour ça, encore une fois, s'ouvrir et connaître un peu plus, connaître aussi, si ça, tu viens de le dire, la politique du pays. Moi, je t'assure, moi, j'ai eu des gens qui m'ont envoyé des messages quand j'ai fait ma critique de Serbian Film. Ils disent, ouais, mais bon, de toute façon, c'est juste du torture porn, il n'y a rien de politique là-dedans et tout ça. C'est juste qu'ils n'ont pas lu les interviews du gars et je pense qu'ils ne savent pas trop ce qui se passe. Comme moi, j'essaie de parler des droits civiques dont la plupart des critiques aussi sur les films américains et que ça passe complètement au-dessus de la tête des gens, comme avec le film Us. Tu parlais de Us. Us, US, point, en fait. C'est tout, en fait. D'où l'importance d'en revenir non seulement au film, mais au titre aussi. Parfois, ça peut déjà révéler beaucoup de choses. C'est ça. Mais le pire, en fait, avec eux, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont tellement détesté le film qu'ils ont interdit. Ils ont réussi à pousser à dire aux réalisateurs de la film, mais non, c'est pas du tout un film social et politique, c'est vraiment un film d'horreur. Et j'ai trouvé ça horrible. Il n'assume pas le réalisateur. Il dit non, moi, ça veut parler de ça, point. Mais c'est horrible. Vas-y, Valérian, si tu veux présenter du coup. Mais ça veut dire qu'il considère que ce n'est pas important pour lui de parler de ça. Oui, c'est un peu ça, en fait. C'est ça. Ah oui, par rapport au réalisateur. C'était important, il se serait battu pour son film. Là, c'est non, moi je veux juste faire des films amusants. On rit un petit coup. Mais puis... Non. À un moment, ça lui viendra en tête que non, en fait, il faut quand même que je défende un peu mes films, merde. Moi, je trouve qu'on lui a un peu empêché, tu vois, avec cette période du film Us, donc on lui a empêché un peu de parler de tout ça, quoi, et c'est ça qui m'a attristé profondément pour ce film, quoi. Et voilà. Ouais, vas-y, Stéphane. Alors, attends, moi j'ai. Bon, alors, il y a une devanture pour le protéger un petit peu, mais ça s'appelle. Non, alors du coup, attends, dans l'autre sens. Bon, bref, dans un sens ou dans l'autre, c'est Lire les images de cinéma de Laurent Julier et Michel Marie. D'accord. Alors, il y a plein de livres sur la lecture de l'image, hein, ça, vous en trouverez. Mais c'est ce que je trouve intéressant. Tu as une première partie qui est sur le point de vue, le montage, la scénographie, des éléments aussi d'effets, des mouvements de caméra, des choses comme ça, assez simples. Un peu, voilà, on passe rapidement dessus. Mais après, on a des analyses de séquences
Sur le film muet, donc avec par exemple Voyage dans la Lune, Octobre, La Mécano de la Générale, L'Âge d'Or, avec Chantouche sans la pluie, Johnny Guitar, La Modernité, avec l'Adventura, Le Septième Saut. On a après le postmoderne, Titanic, In the Mood for Love, Le Seigneur des Anneaux. Et à chaque fois, en fait, ce que tu auras appris dans la première partie du bouquin, qui fait à peu près, première partie, 60 pages, eh bien, dans les 60 autres pages, même beaucoup plus, le livre fait 240 pages, eh bien, tu auras l'application des notions qu'on t'aura un peu insérées comme ça dans leur introduction. Donc, c'est un livre où voilà, il y a pas mal de textes, mais le livre est assez. C'est pas un gros pavé. Hein. Il y a quand même, tu vois, des illustrations. Bon, il y a après des blocs-notes, comme moi-même, je m'étais mis pour relire des passages. Là, c'est quoi? C'est Vertigo, où on te fait justement des rapports de plan pour dire comment, en fait, la tignasse de l'actrice rentre dans l'obsession par le montage uniquement de James Stewart. Voilà, donc c'est là vraiment l'application. Là, c'est quoi? Ah, c'est Jerry Mr. Love, je pense. Donc là, c'est encore une fois des rapports de plan pour bien te faire comprendre. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Jurassic Park, Le Monde Perdu, je crois, pour bien te faire comprendre que voilà, par les plans, les différentes valeurs de plan veulent dire aussi quelque chose sur le personnage, les mouvements veulent dire quelque chose. Après, il y a cette variation justement vis-à-vis de l'émotion du réalisateur et après, toi, de ton émotion. Mais il y a quand même un sens premier, toi, qui est juste pour la narration de l'action. Et après, en fait, il y a la variation qui va faire varier justement les avis, qui est la mise en rapport. Comme on dit, le spectateur est aussi créateur quand il reçoit l'œuvre. Donc, à partir de là, il y a la variation qui peut amener, enfin, qui t'a amené presque à un moment à avoir cette idée de débat sur l'illettrisme, parce qu'il y a un changement de. Mais on peut aussi se tromper sur la valeur première du plan. Hein. Bien sûr. Mais c'est compliqué, si tu passes pas une éternité avec la personne, c'est compliqué de le percevoir. Hein. Il faut bien être sûr qu'il s'agit de ça et pas d'autre chose. Oui, puis il y a sa propre interprétation qui joue aussi, qui vient de sa propre émotion aussi. On peut percevoir, je ne sais pas si c'était le cas pour l'exemple que tu as donné avec Us aussi, ou si Jordan Peele a plutôt été pris au dépourvu par la question, mais on peut avoir une perception qui n'est pas forcément dans l'intention du réalisateur en premier, ou qui est peut-être inconscient d'une certaine manière, comme la fameuse interview dans le documentaire, de Spielberg sur le fait que dans Rencontre du troisième type, il y a la conjonction entre le langage musical et le langage technique qui renvoie à ce que le réalisateur a vécu avec ses parents, par exemple. Est-ce que ça il l'avait peut-être pas. C'était peut-être pas une intention de base, c'était peut-être un peu plus inconscient, mais le spectateur, là, en l'occurrence, le critique, l'a perçu comme tel, quoi, finalement. Et ça apporte une autre dimension au film. Quand il parle du sport, par exemple, on voit complètement que c'est quand même fait référence à l'histoire aussi, avec un montage, qui revient constamment dans les dialogues, mais pourquoi tu ne veux pas faire de l'athlétisme et tout. Et puis les noms des personnages aussi. Oji et tout ça, tous les jeunes mots qu'il fait avec les noms justement des noms sportifs justement noirs américains. Je pense que quand même il y a des signes que c'est un peu douteux, ou même la date de 1986. Pourquoi 1986? Moi je suis allée chercher, c'est parce que c'est la première marche à la mémoire de Martin Luther King, où des noirs et des blancs, enfin toutes les classes s'étaient rendues dans la rue pour manifester, pour rendre hommage en fait à Martin Luther King. Et ça c'est plus de 20 ans après la mort de Martin Luther King. Donc je pense quand même il y a des. Je laisse le bénéfice de doute, je vois bien. Oui, mais après, ça peut être vraiment des fois de l'intuition sans avoir intellectualisé la chose, et finalement en fait les choses se convergent et le critique vient mettre les points sur les i, et c'est précisément cette séquence sur la rencontre du troisième type. Il y a Spielberg, ah bon, oh j'y pensais pas et tout ça. C'est comme, je me rappelle de cette masterclass où il y avait une des dernières questions du public envers Spielberg, où il disait, en gros, votre film, c'est toujours un peu David contre Goliath, Tom Hanks contre le tank,
Richard Dreyfuss contre le requin, le cheval contre le tank dans le cheval de guerre, c'est toujours un peu ça. Et Spielberg, il hallucine, mais je sais pas quoi vous dire parce que en fait, vous avez juste, mais moi, j'y pense pas. Donc, un moment, et ça revient à cette masterclass que nous a livré Samir avec, je crois, c'était Boukrieff, où Boukrieff refusait de parler de ses films parce que pour lui, c'était de la magie vaudou, en fait, ce que voulait faire Samir. Il voulait décortiquer son être et lui, ça n'intéressait pas parce que lui, il veut que ça vienne sans y penser, sans intellectualiser. Et il a raison. En fait, à un moment, il y a l'inconscient qui doit s'exprimer et sans penser, on a un geste artistique et c'est ça qui compte. Hein, on fait parler l'inconscient que plutôt, oui, alors là, parce que moi, j'étais traumatisé dans mon enfance, je vais mettre ça comme ça parce que c'est complètement robotique comme façon de procéder. Ça ne marche pas comme ça, en fait, de l'art. Oui, voilà, puisque j'entends Clacton qui dit que j'ai raison. Voilà. Ça s'applique non seulement d'un point de vue de mise en scène aussi, mais ce que tu référais dans le livre que tu as cité ou dans ce que tu viens de dire aussi, ça s'applique à la narration également. Il y a une volonté aussi, tu prends, pour revenir à un exemple au hasard, à Peter Weir également, sa volonté, c'est de raconter des histoires et de bien les raconter, en fait. Et lui ne souhaite pas non plus trop intellectualiser ses films aussi. Alors, on n'a pas fait une vidéo de plusieurs heures pour rien dessus, mais Master and Commander, il y a énormément de choses à décortiquer dessus, mais ce n'est pas Peter Weir qui va valider cette compréhension du film lui-même, quoi, en fait. Il va laisser libre cours à l'interprétation du spectateur, d'une certaine manière. Et même, du coup, ça me semble pas être quelqu'un qui est dans le dessin inconscient chargé par rapport à d'autres où ça se perçoit. On ne met pas forcément les points dessus, mais ça se perçoit plus rapidement. Mais ce qui ne veut pas dire que ces films soient dépourvus de symbolisme. Il y en a énormément, que ce soit dans le personnage, dans l'évocation du Jonas, qui renvoie également à la Bible dans Master and Commander, de la séquence en Égypte dans Gallipoli, par exemple. Il y a énormément de symbolisme derrière c'est partie du film, en fait, mais Peter Weir ne souhaite pas les surintellectualiser. Ben justement, c'est vrai que du coup, on nous reproche, c'est vrai, du coup, cette fameuse phrase, parfois quand on essaye d'aller plus loin que le film, le fameux « tu vas trop loin ». On en pense quoi de ça? Attends, moi je vais t'en raconter une bonne. Je vais essayer de faire court. Je crois que j'avais déjà raconté en effet avec Christopher. J'étais en train de bosser, il y avait ma chef édito à côté, donc quelqu'un qui est plus âgé que moi, qui a plus monté que moi, voilà. Et elle était avec une gamine de 4e ou 3e, tu sais, stage d'observation, machin. Et elle lui dit, oh, le montage, c'est très important, la lecture de l'image, tout ça, enfin, en gros, de l'analyse d'image, parce que ça te permet d'être plus vigilant, de faire attention à la pub, à l'embobinage, à la propagande, tout ça. Bon, ok. Alors moi, j'écoutais ça à moitié parce que j'étais en train de monter un truc, une bande-annonce, mais j'étais d'accord. Bon, à la fin de la journée, je lui montre ma bande-annonce. C'était sur le remake de le truc des anges là, de Wim Wenders. Les ailes du désir. Les ailes, merci. Les ailes du désir. Je crois qu'en anglais, c'est La Cité des gens avec Nicolas Cage. Ouais. À un moment dans le film, je vais essayer de faire court. Hein. À un moment dans le film, Nicolas Cage, il doit faire un choix entre suivre la femme qu'il aime ou rester avec la communauté des anges. Bon, il y a un plan où on a Nicolas Cage au milieu du cadre. La femme, elle passe devant Nicolas Cage et sort du champ. Et la caméra fait un mouvement où elle tourne autour de Nicolas Cage et fait un tilt et on montre derrière les anges qui sont dans une bibliothèque. Donc, on a tous les étages derrière Nicolas Cage où on a les anges qui sont alignés et lui suit du regard la femme qui sort hors champ. Quand je vois ce plan-là, eh bien, j'ai l'impression que clairement, on donne un choix à Nicolas Cage entre suivre cette femme hors champ ou rester dans le fond du plan avec les anges. Et moi, j'ai mis ce plan-là en fin, tu vois, avec le titre en dessous. Je me dis, ça, c'est le plan parfait parce que c'est le plan de l'indécision de Nicolas Cage. C'est un plan qui résume le film entre son environnement d'ange auquel il appartient et son envie de suivre la femme. Et
elle s'est retournée vers moi, mais Valérian, tu ne ferais pas un petit peu trop d'interprétation, ça va un peu loin. Et pour moi, c'était l'évidence même du plan. Au-delà de la qualité du film, on s'en fout de ça, mais dans la confection du plan, pour moi, c'était ça, à une lecture première et émotionnelle du moment. Enfin, émotion, j'entends la chose que le réalisateur voulait faire émerger dans cette séquence-là, dans ce plan-là. Et en plus, un plan quand même, il y a de la chorégraphie, le mouvement de caméra, le mouvement des acteurs. Enfin, il y avait quand même une organisation dans ce plan-là. Et là, tu vois, je ne comprends pas. Là, je me dis, mais cette personne qui est censée quand même être un peu sensible aux images, elle refuse catégoriquement ce plan-là. Là, c'est un exemple, voilà, typiquement. Stéphane, c'est un exemple. Ah non, ouais, ben je pense que c'est une question d'éducation et d'ouverture aussi, quoi. Si on peut, si cette personne-là demandait peut-être justement à être accompagnée pour mieux comprendre la séquence aussi, et puis ça l'aidera certainement dans son analyse de films à venir. Après, elle peut y être totalement hermétique pour la suite aussi. Ça dépend du succès que tu vas avoir avec elle. C'était ma chef, Stéphane. J'allais pas trop rentrer en conflit. Bah, du coup, ouais, on en a un peu parlé. Du coup, est-ce qu'on voudrait trop inétiser c'est mes mots, ce mot, rendre inétiste, voilà, plutôt le cinéma à se poser toutes ces questions, en fait. Bah, ça dépend comment tu t'exprimes aussi. C'est là où il faut faire attention avec le paternalisme aussi de la transmission que tu veux faire. Je pense que l'important, c'est de rester à l'écoute de l'autre aussi, puis peut-être avant d'exposer ses propres théories, comprendre comment l'autre a perçu justement le film. Et peut-être partir d'un film pour lesquels nos opinions divergent complètement aussi. C'est là où il est intéressant de lire des critiques ou d'aborder des films avec lesquels on est assez hermétique au départ, quoi, en fait. C'est d'essayer de capter quels sont les éléments justement qui t'ont, si nous on a apprécié l'œuvre, qui ont gêné l'autre personne dans la perception du film également. Quels sont les points qu'on a un peu achoppés, quoi, en fait, quand cette personne a découvert le film, en fait. Et puis partir de là pour étayer un petit peu la discussion, puis partager les références qu'on peut avoir aussi. C'est une question de bagage culturel également et d'accessibilité à la culture, je pense aussi. Donc se servir de cette discussion pour comprendre cet hermétisme de l'autre, ou ce qui conduit à cet hermétisme-là, ce blocage. Est-ce qu'il y a des éléments, que ça soit au niveau narratif, est-ce que c'est un sujet, est-ce que le film aborde un sujet qui soulève des émotions qui sont trop fortes pour le spectateur? Est-ce que ça ramène à des choses de son passé qui sont un peu gênantes, par exemple? Donc, et toi, présenter tes arguments par la suite aussi, pour qu'un dialogue se crée. Je pense que la passation et l'éducation à l'analyse de films, elle passe par le dialogue d'abord. Ouais. Alors moi, c'est juste que je déteste des gens qui utilisent des œuvres qu'ils n'ont pas lues pour casser un film. Voilà, ça c'est juste un truc que je déteste. Parce qu'ils n'ont pas aimé, donc forcément le dialogue il ne sera pas possible de toute façon. Donc, Valérian, si tu as envie mais ça prend du temps. Est-ce que les gens veulent prendre le temps pour déconstruire tout ça? Non. Enfin, à part ceux qui ont du temps, mais généralement, c'est encore moins en texte. Moi, j'ai rarement vu les gens qui te font un pavé pour déconstruire le rapport. Ça n'existe pas. En plus, c'est compliqué de les amener à dialoguer vocalement, et pourtant, moi, j'essaye. Là, j'en vois il y avait 2-3 personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi sur la critique de Furiosa. Je leur dis, vous savez, j'ai un Discord, on peut venir dialoguer directement en vocal, ce sera peut-être plus simple qu'un gros pavé comme ça. Et là, je n'ai pas de nouvelles, quoi. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, moi, je serais prêt à prendre le temps pour dialoguer et voir tout l'enchevêtrement et comment on peut retirer les micados qui posent problème pour que la structure elle soit plus saine, quoi. Mais est-ce que les gens veulent prendre le temps? Parce que là, je suis totalement d'accord avec toi, Stéphane, mais ça prend beaucoup de temps, en plus, en fonction des différents films et des différents litiges ou problèmes de lecture.
Est-ce que les gens veulent avoir le luxe de prendre du temps? Parce que quand même, ce qui fait qu'on est riche, c'est qu'on a du temps. C'est un moment, si tu te rends compte que c'est ça aussi, les ultra riches, ils délèguent tellement qu'ils ont largement le temps pour plein d'autres choses. Le temps, c'est du luxe, parce que c'est pas un truc qu'on peut créer comme ça, donc on peut l'acheter, le temps. Et vis-à-vis de ses propres failles en matière culturelle et de lecture, est-ce qu'on veut prendre le temps avec quelqu'un d'autre pour mieux saisir ce qui nous fait défaut et travailler avec l'autre sur un rapport au film ou un rapport à l'écran ou tout ça? Est-ce qu'on veut prendre le temps de ça? Et par exemple, tu vois, Peggy, tu dis que tu as un peu de mal avec la lecture des images et tout ça. On n'a jamais pris depuis qu'on se connaît, on n'a jamais pris le temps ensemble de voir. On se pose devant une séquence et on défriche la séquence. Complètement, mais je serais complètement partante pour le faire. C'est un jour, on se fait la méditation. Il faut l'impulsion parfois. Ouais, mais tu vois, mais il faut se dire, on dégage un bloc et ça, les gens ont du mal à prendre ça. Hein. En plus, le rapport de dialogue, en plus, voilà, nous, on se connaît, ce sera pas. Mais vis-à-vis, tu vois, d'inconnus, c'est compliqué aussi de dire, je vais prendre le temps avec cet inconnu que je ne sais pas du tout comment elle ou comment il fonctionne, c'est compliqué. Hein. Alors moi, par contre, il faut qu'il y ait une ouverture à ce dialogue-là aussi. C'est sûr que si tu fais face à un mur qui est très protecteur de, là, on rentre sur le coup des émotions aussi. Hein. Il y a des, si tu parles par exemple de l'adaptation d'une œuvre littéraire qui a beaucoup compté pour le spectateur en question, il va être très protecteur en fait de cette adaptation, d'un cinéaste en particulier, d'un acteur ou d'une actrice en particulier. Donc ça va être difficile de percer un peu cette carapace pour essayer de présenter tes propres arguments aussi. Donc qui plus est, quand la personne n'a pas vu beaucoup de films, parce que tu peux trouver des angles via d'autres films, tu vois, pour attaquer la forteresse, mais quand la personne n'a pas vu l'autre film, t'es comme un con en fait. Donc moi j'ai eu ce cas de figure vis-à-vis de quelqu'un qui considérait que le cinéma post-2000 c'était vraiment de la merde, mais il niait tout en bloc. Hein. Et c'est compliqué de trouver l'angle pour dire oui, mais est-ce que tu as vu ce film-là? Alors attends, il faut que je te ramène des séquences. Donc il fallait lui streamer les séquences pour lui montrer l'intérêt. Ça peut prendre une nuit entière pour juste faire en sorte qu'il soit moins, mais qu'il soit pas encore convaincu, mais que ça soit moins vindicatif, absolu dans ce qu'il ressent, quoi. À partir du moment où tu fournis, les références que tu juges pertinentes, par exemple pour essayer de détourner une perception il y a beaucoup de critiques par rapport au cinéma français, par exemple. Est-ce que le cinéma français a une pertinence actuelle ou est-ce qu'il se concentre uniquement sur des genres plus populaires? Ça aussi, c'est une question d'ouverture aussi. Et puis, il faut pouvoir fournir les contre-exemples qui vont essayer de balayer un petit peu cette perception-là aussi. Est-ce qu'elles seront reçues ou pas? Ça dépend de la personne que tu as en face, mais je pense que tu as fait ton travail de passation si au moins tu peux avoir fourni des références pertinentes. Et surtout, pas seulement fournir, parce que tu n'es pas sûr qu'il va aller voir. Il faut lui mettre sous le nez, il faut lui streamer les trucs carrément, parce que sinon il fera peut-être même pas la démarche d'aller voir le truc. C'est un petit rappel automatique, tu sais, tous les 2 jours. Ah non, mais des fois, il faut vraiment le forcer à voir le truc tout de suite, maintenant, parce que tu n'es pas sûr qu'il va faire la démarche jusqu'au bout. Si tu lui dis, il faut que tu lises ça ou que tu regardes ça, c'est pas certain. Donc, surtout quand les gens sont butés, et Dieu n'a rien à voir là-dedans, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des gens vraiment butés. Donc, il faut être en direct avec tous les arguments dans la valise tout de suite, quoi. Je t'en prie, Peggy, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Par contre, est-ce que vous pouvez comprendre, parce que moi, ça peut m'arriver sur certains sujets, parce que j'ai une certaine sensibilité, est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y a des gens qui ne peuvent
pas voir ces sujets-là se recréer au cinéma, parce que du coup, ils peuvent se sentir jugés, comme moi, par exemple, sur les agressements sexuels, etc. Il y a énormément de films que je me refuse de voir, parce que je sais qu'il fait souvent... Alors, c'est pas que forcément le film serait mieux par quelqu'un qui l'aurait vécu, non, ça l'a jamais prouvé. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, voilà, qui ont du mal sur certains thèmes, parce que effectivement, ça leur rappelle trop de mauvais souvenirs, comme ceux qui ne peuvent pas voir des films sur la guerre parce qu'ils l'ont vécu et que ça serait trop horrible de revoir ces images-là, et puis surtout d'en faire un côté artistique, ce que je peux totalement comprendre. Et c'est là où je trouve que la zone d'intérêt est un miracle par rapport à ça, parce que je trouve qu'il a un respect envers les Juifs par rapport à la manière dont il raconte l'histoire, parce qu'il ne fait jamais du misérabilisme, il ne fait jamais du sensationnel, comme il aurait pu faire à la fin justement du film, où justement il décide par exemple de ne pas montrer les photos, alors que pourtant il est dans le musée à la fin, il y a toutes ces photos, il les voit de loin, justement. Mais par contre, c'est vrai, bon, il prend le choix du coup de filmer les têtes de mort, etc. Mais c'est vrai que du coup, je trouve qu'il amène une force où il fait comprendre, parce que ça aussi, c'est un truc faux qu'on raconte, que de dire que les nazis sont des foiliers, etc., alors que absolument pas. Là où l'acteur, je trouve qu'il est vraiment fort, par exemple, dans le film La Zone d'intérêt, c'est qu'il démontre au contraire tout le côté très intelligent et surtout le côté très humain. C'était aussi des gens qui avaient des familles, etc. Comme aussi, je parle très souvent du film Inglourious Basterds, qui est vraiment détesté de la filmographie de Tarantino, où justement il démontre l'intelligence intellectuelle du nazi qui arrive dans cette maison de fermier, qui fait tout un conte philosophique entre deux animaux, pourquoi on a choisi ça. Ben ça, c'est pour démontrer le côté intelligent des nazis, et ça, je crois que Tarantino l'a très bien compris, et qu'il a très bien compris aussi qu'il n'avait pas besoin de se servir de la guerre pour justement faire un film. Et malgré tous les défauts caricaturaux qu'on peut lui trouver, ça je sais, je perçois complètement, il a énormément de défauts ce film. Mais c'est voilà, moi je peux totalement comprendre qu'il y a des gens qui peuvent tellement être touchés sensiblement par un film, mais que pour eux c'est complètement impossible de voir les choses. Est-ce que ça vous pouvez aussi le comprendre dans ce côté cinéma? Si ça relève d'un traumatisme qui est extrêmement personnel, je pense qu'il faut le respecter, ça aussi. Il faut essayer de le comprendre et le respecter. On ne peut pas se mettre à la place de l'autre, et puis il faut comprendre d'où vient ce traumatisme-là aussi. Donc c'est un peu le côté délicat, mais s'il y a une petite ouverture, peut-être une manière détournée de justement d'essayer d'appréhender la manière dont un réalisateur a voulu justement aborder un sujet qui est délicat. Là, tu peux parler de points de vue, de choix narratifs, de choix de mise en scène, etc., qui peuvent justement amener à essayer de créer une ouverture pour ce spectateur-là. Bon, après, ça dépend de la dimension du traumatisme en question aussi. Ouais. Bah, on en revient à ce qu'on disait au début, c'est il faut que la personne parle un peu d'elle. Ouais. Pour qu'on puisse comprendre, accepter, respecter le fait qu'elle ne veut pas voir tel ou tel film. Si elle dit rien, oh, j'aime pas, ou je sais pas quoi, là, on se dit, oh, non, mais Coco, il faut se mettre à table, en fait. Coco, ils te font ton gâteau, là. Non, il faut le dire. Ouais. Et tu vois, tu dis juste, moi, je n'ai pas eu une bonne expérience, je ne veux pas voir ce film-là parce que dans ma vie, je n'ai pas eu une bonne expérience dans telle ou telle situation, insérer situation traumatisante. Et à partir, la personne qui est normalement constituée comprendra, ok, c'est un sujet sensible pour cette personne parce que expérience passée, très bien, c'est noté. Et on n'est pas à forcer, c'est des sauvages en fait, c'est des gens qui ont déjà un problème d'attitude et de comportement quand il s'agit d'être avec l'autre et de dialoguer avec l'autre. Donc là, c'est même pas lié au cinéma, c'est une attitude de base qui doit être changée de la personne. Ouais. Non, complètement, parce que moi j'ai eu une expérience par exemple avec le label M, avec les chatouilles. Et en fait, le label M, j'explique que c'est un label créé par l'UGC. Et ils font des soirées où, en fait, le spectateur n'est pas au courant du film qu'il va voir. Donc, en fait, ils peuvent mettre tous les thèmes qu'ils veulent. Et là, je me suis dit, est-ce que parfois, il ne manque pas de responsabilité en faisant ça?
parce que du coup, il faut penser aussi qu'au spectateur, et c'est ce qui s'est passé avec ma voisine, qui était là, oh putain, d'accord, ça va être ça pendant tout le film. Du coup, elle était sur son portable pendant tout le film. Et c'est vrai que moi, du coup, j'ai subi le film parce que je suis restée jusqu'au bout et je déteste sortir, en fait, des salles. Parce que voilà, j'aime le cinéma, je respecte l'œuvre, etc. Mais du coup, il y a des fois, je subis les films. Alors, pas que des chatouilles, hein. J'ai par exemple subi aussi Joker, hein. Bon, dans un tout autre genre. Hein. Mais c'est vrai que je me pose du coup aussi ces questions-là. Est-ce que des fois, alors, est-ce que du coup, ça amène à la censure ou quoi? Mais du coup, enfin voilà, c'est toutes ces questions aussi que je me pose. Ouais, mais est-ce qu'en public, vraiment, comme ça, jeter un film comme ça dans la tranche des spectateurs, est-ce qu'on peut le faire? Et c'est vrai qu'on vous dit que ça va dépendre complètement avec l'émotion aussi des personnes. Et c'est vrai que le cinéma, c'est de l'émotion aussi avant tout, hein, ça, il ne faut pas l'oublier. Ça dépend de l'intention des distributeurs dans ce type d'événement également, quoi. Est-ce qu'ils souhaitent rester le plus consensuel possible pour que le film surprise en question soit accepté par le plus grand nombre, ou est-ce que justement l'effet de surprise va amener un petit peu ce côté déstabilisant dont on parlait au début de l'émission aussi, et une déstabilisation qui peut amener justement à une meilleure ouverture du spectateur par la suite en disant ben voilà, je m'attendais pas à voir cette œuvre-là, en fait, à voir une œuvre aussi exigeante, mais finalement je me serais peut-être pas retrouvé devant une telle exigence de mon plein gré, quoi, en fait. Donc ça peut être aussi une avenue éducative. Et puis, c'est aussi la responsabilité du spectateur qui s'est dit, je vais me mettre dans une configuration où je ne sais pas ce que je vais voir, j'accepte de me faire violence si tout d'un coup le film n'est pas à mon goût. C'est vrai que j'ai payé pour avoir une place pour un truc random. Donc, c'est tout et rien. Et au cinéma, il y a vraiment tout et rien. Donc, à un moment, tu dis, tu t'es mis dans cette situation-là, t'assumes en fait. En plus, si tu as déjà eu des retours de type de séances similaires, tu sais un peu à quoi t'attendre. Voilà, tu sais à quoi t'attendre. Là, pendant quelques années, je crois que, je ne sais plus à quel cinéma de Paris, il y avait In the Panda, Victor Bonnefoy, qui avait fait des séances où tu ne savais pas quel film tu allais avoir. Et au vu du bonhomme, on pouvait un peu se douter que les films qu'il allait présenter n'allaient pas être de tout repos. C'est pas des films qui allaient te brosser dans le sens du poil. Là, justement, tu as un signe, quoi. À ce moment-là, tu es prêt, en fait, à voir de la violence. C'est ça. Il ne faut pas se dire, oh, mais c'est de la faute du programmateur ou de la salle. Ou... Non. Il y a aussi le fait que tu vas te mettre en danger. Enfin, c'est pas faux. Spectatoriellement parlant, quoi. Ouais, complètement. Non, c'est vrai que ma mère m'a dit, non, mais du coup, dans ce cas-là, il faut que les gens se rendent compte que du coup, les gens peuvent sortir de la salle. Tu n'as pas choisi le film que tu as voulu voir et tout. Ils le veulent, hein. Voilà, c'est ça. C'est pas bon. Moi, c'est juste que j'ai du mal, quoi. Quand j'entends une salle, c'est parce que j'ai voulu, et du coup, voilà. Voilà. Voilà, alors, après, Stéphane, tu m'avais parlé du film Promise Woman, tu m'avais dit. Oui, ça peut engendrer un long débat, mais bon, pour être revenu un peu, il s'agit du film Promising Young Woman d'Emerald Ferrell qui a sorti le film Soulburn il y a 1 an ou 2. Et qui a créé une petite insatisfaction de certains critiques aussi. Globalement, les critiques ont été plutôt positives. Quand j'y reviens aujourd'hui, quand je regarde surtout les critiques anglo-saxonnes, c'est un film qui a quand même été globalement apprécié aussi. Mais il y a eu une partie de la critique qui s'est un peu opposée au film en pointant son manque de nuances, en fait. Et en l'ayant revu cette semaine aussi, j'ai eu du mal à justifier justement je pense que l'hermétisme par rapport au film vient aussi d'une question de mentalité et de bagage culturel des critiques en question aussi. L'un des reproches les plus récurrents qui a été fait sur le film, c'est le manque de nuances par rapport à la présentation des personnages masculins au bout du film. Ça, c'est une note d'intention dès les premières images du film. Le premier plan, c'est dans une boîte de nuit, on voit des hommes se déhancher sur une musique pop.
qui déjà là est aussi une note d'intention. Ça peut être perçu comme un manque de nuance en se disant, ben, regardez, tous les hommes qui se retrouvent dans une situation telle que celle-ci sont ridicules aussi. Mais ça soulève également, pensons également à comment les femmes dans d'autres films, je sais pas, The Bling Ring de Coppola par exemple, avec la scène de danse de l'actrice principale dont le nom m'échappe, l'actrice d'Harry Potter, qui j'allais dire Emma Watson. Merci. Mais voilà, donc il y a une image qui est généralement de ce type de scène quand elles emploient des femmes qui est hyper sexualisée, quoi, en fait. Donc le fait de replacer une telle scène centrée sur le bas-ventre des hommes apporte justement une dimension un petit peu ridicule qui crée une note d'intention, je trouve. Et ça, je pense que rien que cette première scène a sans doute perturber ces critiques qui ont jugé un manque de nuances du film, en pointant du doigt que chaque personnage masculin du film est non pas un violeur en puissance, mais a en lui un comportement qui peut être répréhensible. Et mais bon, voilà, il faut aussi se poser la question de comment est-ce que ces critiques-là se sont offusquées quand Michael Bay a passé son temps à filmer le postérieur de Megan Fox, par exemple? Peut-être pas, quoi, aussi. Donc, il faut aussi se remettre dans ce contexte-là également. Et puis, le traitement des personnages masculins dans le film comporte, il y a notamment la séquence qui est peut-être un peu trop courte avec Alfred Molina qui donne une autre dimension de la perception masculine de la culture du viol, justement, qui parle de rédemption, voilà, de retour en fait sur les événements vécus. Donc je pense que voilà, il y a eu un blocage de la part de cette critique sur le fait que l'élément masculin n'a pas été traité comme il le souhaitait, alors que c'est pour moi une note d'intention. Les mêmes défauts chez Ridley Scott avec Last Duel. Là aussi, il prend clairement une prise de position et que, évidemment, ça n'a pas été critiqué. Ouais, comme quoi. L'objectivité, des fois aussi. Oui, non, mais il n'y a pas eu de retour. Je trouve qu'il y a eu un manque de retour critique, toi, où on questionne le film. J'ai l'impression depuis Prometheus. Les gens ont laissé, en fait, le champ critique de ces différents films. Je dis, j'ai eu aucun texte sur tout l'or du monde, j'ai eu aucun texte pour tout l'argent du monde, j'ai lu aucun texte sur le truc sur Mars, là, Seul sur Mars, j'ai lu aucun texte un peu convaincant sur Covenant, j'ai lu aucun texte sur sa série qu'il a chapeauté, Raised by the Wolves. Il y a vraiment un abandon. Donc, à partir de là, oui, il n'y a pas de questionnement, mais parce que les gens se sont bloqués sur Prometheus et c'est dommage. Même au niveau des jeunes générations, tu ne pourrais pas découvrir Scott maintenant, en mettant un petit peu l'aura qu'il avait dans les années 80-90. Mais il n'y a rien de tout ça. Il y a eu un abandon critique de la critique envers questionner un peu son rapport aux images maintenant et son rapport au monde maintenant, parce qu'il y a, je trouve, un vrai switch dans les années 2000 le concernant quant à son traitement de l'humanité. Et là, il y a plein. Okay. Donc forcément, The Last Duel, on se dit, tiens, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, alors qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Même, tu vois, dans les scènes qui reviennent, il y a des choses... Tu vois, là, on parlait de point de vue, analyse de séquence, le point de vue, où se place la caméra au point de vue de la femme et au point de vue de l'homme. Et est-ce que l'angle veut dire au même moment de la séquence, quand il n'y a pas carrément variation de geste. C'est le cas en plus. Y a pas, regarde, quand il y a Adam Driver qui vient voir la femme, la caméra, elle est à l'extérieur. Quand Adam Driver va voir la femme,
quand on est avec la femme, c'est à l'intérieur qu'on est, que la caméra. Et là, rien que là, ça veut déjà dire quelque chose. Tu sais quoi, on se fait une analyse, Valérian, de ce film, comme ça tu m'apprendras comment on voit ces plans-là. Sur Discord, en plus, je peux te streamer voilà, la scène du film et on peut voir ensemble, tu vois, on a les deux les mêmes images. Et finalement, tu vois, c'est assez simple, mais il faut juste avoir le temps de se poser et encore une fois, nommer les choses. Et dès que tu as nommé, tu as déjà beaucoup de choses de faites. Hein. Ouais. Ok. Stéphane, tu veux rajouter quelque chose? Non, mais pour revenir sur Promising Young Woman, il y a aussi, je trouve que ce blocage qui a été fait par rapport à la perception masculine du film a empêché une analyse pertinente justement de ses autres qualités. C'est un film qui a énormément, pour ma part, il a pas démérité son Oscar du meilleur scénario au niveau de l'écriture. Il y a vraiment, il y a vraiment des idées qui sont très pertinentes, et au point de vue de mise en scène qui est très centré sur qui joue déjà, qui utilise beaucoup des codes de genre de films qui ont été très bien assimilés par la réalisatrice. C'est à la fois des codes de la comédie romantique, de la comédie musicale. Il y a une petite scène musicale dans une pharmacie au moment du film qui crée une connexion particulière entre le personnage de Carey Mulligan et un personnage qui peut justement révolutionner un peu sa perception de son rapport avec les hommes, justement, après l'événement traumatique qu'elle a vécu. Il y a des éléments de thriller, de films d'horreur à la fin du film aussi, et tous ces éléments pris sont extrêmement bien agencés grâce à une écriture qui est assez précise, justement. Et je pense que ces éléments-là, quand on parlait de manque d'analyse de séquences également, sur ce film-là, il y a une tonne d'analyse de séquences à faire également. Il y a une scène un petit peu similaire à celle dont tu faisais référence avant aussi, Valérian, notamment la scène où, suite à un entretien que le personnage de Carey Mulligan a avec la doyenne d'une université qui a laissé passer, en fait, qui n'a pas pris les actions nécessaires suite au viol que l'ami de Carey Mulligan a subi quand elle était dans cette université. Il y a une remise en question, il y a une perception de la violence des actes de Carey Mulligan à ce moment-là, qui s'arrête à une intersection dans sa voiture, qui se retrouve invectivée par une personne qui s'arrête juste à côté d'elle. Elle va sortir de sa voiture, elle va sortir un pied de biche de son siège passager, complètement détruire la voiture de la personne qui s'arrêtait à côté d'elle. Mais à ce moment-là, la caméra, c'est le seul moment du film où la caméra révolutionne finalement autour de son personnage. Et lorsque la caméra s'arrête, on trouve Carey Mulligan la caméra se déplace pour s'éloigner de Carey Mulligan, donc il la place dans un état d'isolement. C'est quelqu'un qui a arrêté sa vie finalement au moment du traumatisme que son ami a vécu. Donc elle a décidé a vraiment bloqué au niveau de son évolution professionnelle, au niveau de son évolution sociale également, puisqu'elle continue à vivre chez ses parents. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment resté sur cet événement-là et qui n'a pas pu avancer dans sa vie par la suite. Et derrière elle, tu as un train de marchandises qui passe de gauche à droite de l'écran en disant que voilà, c'est le moment pour elle finalement de repenser un peu à comment elle peut mener sa vie par la suite également. Donc en un plan finalement, avec un changement de mouvement de caméra que tu n'avais pas vu précédemment dans le film, qui en dit beaucoup sur l'avenir possible du personnage et la situation dans laquelle le personnage se trouve à ce moment-là. Ok, ouais, ben voilà. Mais je pense que ça se trouve, je vais peut-être recréer un format pour l'année prochaine où je choisirai des personnes et je parlerai d'une séquence d'un film ensemble, qu'on en parle comme ça pour justement comment apprendre à lire ces plans-là, parce que je pense qu'on est très nombreux à ne pas savoir le faire en fait. Qui plus est, tu vois, si tu proposes une séquence, que tu essaies de la trouver sur YouTube, et que tu mettes en lien dans la description, comme ça les spectateurs, ils pourront regarder la séquence, revenir sur le débat et nous écouter aussi en voyant la séquence à côté. Donc, je pense que ça, ce serait bien pour eux aussi de
soit un truc même moins d'une heure, hein, en moins d'une heure, on a le temps de creuser. Hein. Et puis, cette analyse de séquence qui pourrait être intéressante, c'est de la faire bifurquer sur des comparaisons de séquences aussi. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir voilà, comment le même, au sein d'un même film, ça peut être le cas au sein d'un même film comme The Last Duel, comme Rashomon par exemple, mais ça peut être au sein de différents films également, comment une situation particulière est abordée différemment par un cinéaste en fait. Quels sont les choix de cadrage, de mise en scène, de direction d'acteur qui était un peu le propos et l'intention du metteur en scène. Bah, tu vois, moi j'avais cet exercice-là. Il y avait un éducateur qui devait expliquer à un jeune en Alsace ce qu'était le lynchage. Que le jeune avait participé à un lynchage, mais il ne savait pas ce que c'était. Mais il ne posait pas les mots. C'était une situation voilà, où il était avec ses potes et il s'est laissé prendre, en fait. Il s'est laissé embarquer. Et il m'avait demandé, cet éducateur, de chercher des morceaux de films où il y avait du lynchage. Et donc, j'ai récupéré plusieurs morceaux de lynchage. Je me rappelle, je ne sais plus les titres exactement, mais je sais que j'avais pris une séquence de M. le Maudit. Quand il y a le vieux qui voit une petite fille toute seule dans la rue et il veut l'amener près près d'un policier ou près d'une institution. Et les gens dans la rue croyaient que c'était le tueur des petites filles et commence à venir, à le secouer alors que le mec, il est complètement désemparé. Et j'avais pris aussi la séquence où Connor McLeod, dans Highlander, se fait lyncher par sa famille et son clan parce qu'il est revenu d'entre les morts. Parce qu'il est différent. Encore une fois, cette idée de différence qu'on ne peut pas supporter et dont on devient le bouc émissaire d'un lynchage. Et là, dans Highlander, c'était bien plus violent que bien sûr dans M. le Maudit, c'était carrément on lui jette des pierres, il est tenu, tu sais, sur des espèces de trucs de bois, là où tu as les mains coincées, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vraiment, le mec, il est poussé dans la boue, et tu as un membre de la famille qui essaye de le sortir parce que voilà, il ne l'accepte pas, mais c'est pas pour autant qu'on doit le traiter comme la pire des ordures, donc le bannissent. Et le mec remercie un membre de sa famille pour l'avoir banni plutôt que l'avoir tué. Donc je vais ramener 2-3 séquences comme ça et en espérant que après l'éducateur il ait fait son travail auprès de l'enfant, mais donc c'est des situations qui sont similaires mais qui sont en effet pas adoptées, pas mis en scène de la même façon, avec la même intensité. Ça peut être aussi, bon, les films sont très, très différents, mais je crois, corrige-moi si je me trompe, Peggy, mais que tu prépares aussi une discussion comparative entre la liste de Schindler et la zone d'intérêt, par exemple. Donc voilà, ça aborde des sujets qui sont traumatiques, qui sont très difficiles à aborder, qui sont historiquement significatifs. Donc comment les deux réalisateurs, en fait, qui ont vraiment chacun d'entre eux des bagages culturels particuliers et personnels, familiaux particuliers. Comment ces deux réalisateurs traitent la question aussi. Peut-être d'une façon un peu plus frontale chez Spielberg, un peu plus clinique et un peu plus peut-être un peu plus clinique chez Glaser, par exemple, avec une caméra toujours fixe, avec des plans qui font un peu penser à des caméras de sécurité, par exemple. Donc là, il y a... Justement, rien que ça, parce que pour moi, fixe, ça veut dire une caméra qui ne bouge pas. Mais je trouve que justement, on bouge quand même dans la maison. Alors certes, la caméra prend le temps de filmer la scène, elle prend le temps de filmer des personnes qui discutent pour voir justement l'évolution des personnages tout au long du film. Mais je ne trouve pas qu'il y ait tant de fixe que ça. À quel moment, justement, ça va faire une analyse de séquence, à quel moment vous ressentez ce côté fixe de la caméra, en fait? Ça fait un petit moment que j'ai pas vu le film, je dois te dire, mais je trouve que les quelques mouvements que tu vois dans la caméra du film sont toujours restent quand même assez rigides, quoi, en fait. Ça va être des travelling qui vont être très lents, en fait, qui vont peut-être être aussi mis en parallèle par rapport au travelling du déplacement du train qui est en arrière-plan également. Donc ça reste quand même toujours des mouvements très lents, très organiques, très organiques, avec très peu de mouvements sur un rail. Oui, voilà. Même au camp, évidemment.
Oui, ouais, exactement. Et toi cinéphile, enfin Marion, t'en avais pensé quoi de la zone d'intérêt? Est-ce que tu n'ai pas encore vu. Moi, j'ai rattrapé, j'ai vu Birth. D'accord. Ouais. Donc, bon, il n'a pas fait beaucoup de films, hein, mais Birth, je ne l'avais pas encore vu. Donc, on l'a rattrapé avec ma coloc. Ouais, il est effrayant ce film. Enfin, le gamin qui arrive chez pas en disant je suis ton mari alors qu'il a 12 ans. Enfin, ouais, c'est horrible. Mais on retrouve voilà, cette façon de filmer comme ça les lieux avec un peu de distance. Il y a des petits prémices, des choses, la façon de filmer le parc aussi. On n'est pas loin en fait. C'est moins absolu, mais on peut ressentir un lien. Tu vois, si on dit pas que c'est du même réalisateur, on peut peut-être percevoir, mais qu'on regarde les deux films à la chaîne, peut peut-être percevoir quelque chose de proche. Dans le traitement du son, notamment aussi. Et de la direction d'acteur également. Tu vois la manière un peu. Le côté un peu aphasique, finalement, de Scarlett Johansson dans Under the Skin, et la façon dont le garçon est filmé dans Birth également. Il y a quelque chose d'assez monolithique que tu retrouves également dans les personnages. Dans la famille allemande, dans la zone d'intérêt aussi, il y a quelque chose qui permet au spectateur de calquer ses impressions presque sur le visage des personnages. Et c'est exactement ce que fait Glaser d'ailleurs dans Birth quand il y a le gros plan sur Nicole Kidman. On a un long plan où elle est au théâtre et on a le chant, ou je ne sais plus ce que c'était au théâtre, et on a le plan sur elle comme ça qui avance et elle ressent le théâtre, mais elle ressent aussi ce qui vient de se passer avec cet enfant. Et il y a tout qui se mélange dans la tête et on laisse le spectateur voir tout ça dans le plan. C'est exactement ce que tu dis pour le coup. Il applique vraiment ça. Ben voilà, moi je pense que j'ai fait le tour de la question. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a dit, une conclusion sur ce débat-là? Je pense qu'on peut, voilà, c'est un long débat, qui peut être agrémenté de beaucoup d'exemples également. Mais je pense que voilà, pour des gens qui sont passionnés de cinéma comme nous, qui possédons un petit bagage, le mien étant très réduit par rapport au vôtre, mais je pense qu'il y a une question de partage, en fait. Ce qui reste d'un débat comme ça, c'est une incitation au partage, à l'éducation, sans être paternaliste, mais en essayant d'argumenter le plus simplement possible pour essayer justement d'étoffer un petit peu la culture de la personne avec qui on parle aussi, de donner des références ou d'indiquer les références qui sont présentes dans des films pour renvoyer vers d'autres également. Donc, ça peut être par l'analyse de séquences, ça peut être en accompagnant un autre spectateur dans la vue complète d'un film également, en prenant récemment, je regardais juste, il y a beaucoup de vidéos en ce moment sur George Miller, forcément, quoi, mais tu prends les 3 premières minutes, juste les 3 premières minutes de Mad Max 3, en fait, Beyond the Thunderdome, tu as déjà 2 références à du passif cinématographique, quoi, une pour Sergio Leone et une pour Hitchcock. Donc de là, en fait, voilà, un film peut, c'est comme au niveau lecture, quoi. Une lecture peut conduire à une autre, un film peut conduire à tant d'autres également. Donc, profitons justement de cette richesse que nous offre le cinéma pour ouvrir à la curiosité des autres. Il faut pas s'enfermer. Il faut pas s'enfermer dans un type de cinéma parce qu'après, on s'enferme aussi dans un type de lecture. Tu disais, Peggy, juste titre, le bon et le méchant. Bon, ça, c'est vraiment le truc. Mais c'est très évident, en fait. Et tu fais bien de l'avoir rappelé. Et dans d'autres cinémas, c'est plus compliqué que ça, ou voire même ça n'existe pas. Il y a juste des conflits politiques qui ne sont pas les mêmes et qui rentrent en collision. Voilà. Et généralement, c'est ça aussi. Hein. On ne veut pas prendre le temps de travailler le méchant, donc on dit « Ah, je suis méchant, je veux conquérir le monde ». Mais en fait, c'est aussi des agendas politiques qui ne rencontrent pas ceux des
des protagonistes qu'on suit davantage. Et du coup, on a l'impression que le méchant est caricatural. Et d'où justement des fois l'effort. Dans Furiosa, c'est le cas. On perçoit en fait des agendas politiques qui ne sont pas du tout les mêmes entre Dementus et Immortan Joe. Et tout d'un coup, il y a un conflit qui va chambouler toute la région. Donc, encore une fois, il faut se faire des piqûres arrêter de. Ouais, il faut s'épurer en fait la tête. Là, moi, j'étais allé voir hier un documentaire franco-iranien de quelqu'un que je connais et ça m'a fait un bien fou parce qu'on se rend compte qu'il y a des dynamiques qu'on rencontre pas du tout dans d'autres cinémas et des sensibilités aussi individuelles. Et ça permet après de relativiser certaines choses qu'on voit dans les films américains ou d'avoir de la richesse à rapporter en lecture à des cinémas qu'on connaît peut-être un peu trop bien. Et ça permet aussi de s'ouvrir à d'autres cinémas, à d'autres formes, à d'autres lectures et aussi à des partages différents. Et ça, moi, voilà, si je devais pour contrer en fait l'illettrisme, il faut. Mais je dis pas, faut passer de Fast and Furious à Bergman. Hein, c'est hardcore quand même de passer l'un à l'autre. Mais progressivement, en fait, faut essayer de récupérer une généalogie d'un film. Tu as aimé. Je sais pas moi, tu as aimé Ghost in the Shell, regarde Blade Runner, tu as aimé Blade Runner, regarde Metropolis, tu as aimé Retropolis, bah, regarde peut-être d'autres films du créateur de Metropolis, et après tu commences à. Il faut revenir progressivement sur du passé, et tu as aimé Mort ou Vif de Sam Raimi, bien peut-être regarde Impitoyable de Clint Eastwood, et après regarde peut-être un film de Léon, et après peut-être regarde un film avec John Wayne, et voilà, il faut revenir progressivement avec des étapes. Donc, il faut prendre le temps. Internet a beaucoup de textes, de les 10 films à voir avant de mourir ou des trucs comme ça. Ça peut être des portes d'entrée si on est sensible si on a été sensible à un film de cette liste. Essayons de creuser. Qu'est-ce qu'a fait le réalisateur? On a ces informations. À une certaine époque, il n'y avait pas Internet. Donc, il n'y avait pas ces listings. Il n'y avait pas ces textes explicatifs. Il n'y avait pas ces textes sur la vie du réalisateur. Aujourd'hui, il fallait aller en bibliothèque. La démarche de faire l'effort d'aller en bibliothèque n'était pas aussi. Enfin, pour les gens de l'époque, évidemment, c'était peut-être plus facile. Mais aujourd'hui, on a des choses où on peut avoir les informations très rapidement, avoir les films encore plus rapidement. Donc, il faut se donner un peu les armes d'aller dans les contrées obscures de l'inconnu du cinéma. Et des fois, on trouve son bonheur et on faut entrer dans la brèche et pas rester sur ses positions, pas camper sur ses positions. Et écouter les artisans du film qui eux-mêmes aussi peuvent justement guider vers ces références qui les ont influés. On l'a vu quand on a préparé l'émission sur le règne animal. Caillet était assez expressif justement sur les films, que ce soit les films d'Ozu, que ce soit le film de Lumet, qu'il a conseillé à ses acteurs de voir pour s'imprégner d'un certain état d'esprit pour aborder leur personnage, par exemple. Donc il y a à la fois la curiosité va amener vers quelque chose qu'on ne comptait pas percevoir en fait d'un film, ça va amener vers une découverte aussi, mais va aussi nous ramener à des similitudes vers des cinémas qu'on pensait généralement quand il s'agit de géographie totalement différente, par exemple, va nous ramener vers des similitudes qui vont rapprocher en fait l'approche cinématographique. Ça peut être une porte d'ouverture également. Et quand on voit, par exemple, les ciné-clubs, les vidéoclubs, pardon, où ils invitent des réalisateurs de films qui sortent et de voir un petit peu leur goût, leur façon de présenter les films. Quand tu vois Baz Luhrmann parler de cinéma ou Gaspard Noé te proposer La Proie nue, c'est grâce à ce vidéoclub que j'ai vu La Proie nue. J'aurais sûrement jamais croisé le film si Gaspard Noé n'avait pas dit je crois que c'est le premier film où il y a du cannibalisme. Je dis tiens, c'est pas Le Dernier Monde Cannibale. Je vais jeter un coup d'œil, voilà, parce que c'est tout d'un coup quelqu'un qui a des goûts très spécifiques et dont j'apprécie le travail esthétique qui a incité. Donc, imaginons que pour d'autres films et d'autres épisodes, il y ait tout d'un coup quelque chose qui est intéressant pour un spectateur qui se demande mais j'aime bien les films de ce réalisateur, mais lui, qu'est-ce qu'il a à me donner, en fait, comme des films qui l'ont inspiré ou qui sont moteurs de son envie de cinéma.
Surtout pour des gens dont on ne sait même pas à quoi ils ressemblent, parce que ce sont des gens qui restent discrets. Enfin, Baz Luhrmann, je ne l'ai pas vu souvent, tu vois. Non, et là, le voir parler de Bob Fosse et avoir vraiment une aisance avec tout ce qui l'anime en termes de cinéma, eh ben, ça donne envie de jeter un coup d'œil à ces films. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à revoir peut-être ces masterclass ou ces vidéoclubs ou ces trucs de Criterion, je crois. Il y a le il y a à peu près l'équivalent. Voilà, Closet Picks de Criterion. Des sélections de films. Miller aussi avait fait, je crois, des sélections de films là récemment, je ne sais plus dans quel cadre. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à jeter un coup d'œil à ces films que les cinéastes qu'on aime bien proposent. Ben super. Pour moi, j'ai fait le tour de la question. Merci beaucoup à tous les deux. Ça a été vraiment un véritable plaisir. Merci pour l'invitation, Peggy. C'est ça, le partage. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Ben, franchement, toujours un plaisir. Voilà, comme on dit, c'est ça avant tout le partage. On n'est pas là pour mépriser les gens, on n'est pas là pour faire des jugements envers les gens, on est avant tout là pour discuter et amener le débat, justement. Et voilà, quoi. Donc, j'espère que ça aura été bien perçu par les gens qui vont nous regarder. Et puis, vous, surtout, n'hésitez pas à dire aussi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Et est-ce que vous sentez aussi que parfois, effectivement, il y a cette illettrisme cinématographique ou est-ce qu'il est ailleurs? Et du coup, ça peut être aussi très intéressant de vous lire. Donc, pour moi, merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup, Valérian. Et merci à vous, ceux qui auront regardé la vidéo, qui auront pris le temps de nous écouter. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Ciao!